Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va parler du langage qui s'appelle Markdown. On va voir ce que c'est et comment est-ce qu'il peut être utilisé pour nous faciliter la vie et nous permettre de créer et de rédiger facilement des articles que l'on veut publier sur notre site internet qu'on est en train de développer. Cette vidéo est la 8e partie d'une série de vidéos pour vous apprendre à réaliser des sites internet de A à Z. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on en est arrivé à cette étape-là, vous pouvez mettre sur pause maintenant et regarder les vidéos précédentes et revenir ensuite ici. Si vous êtes intéressé uniquement par le langage Markdown et vous voulez savoir comment l'intégrer et savoir comment est-ce qu'il fonctionne, on va se faire ça tout de suite. C'est parti. Dans les précédentes vidéos, on a réalisé la page d'accueil de notre site internet que vous avez actuellement à l'écran. Cette page, on l'a réalisée de façon traditionnelle, c'est-à-dire en écrivant le code HTML de la page à la main, balise après balise, avec les balises qui vont bien et avec le texte qui va bien. Cette page, comme on peut le voir, elle contient un en-tête et ensuite elle contient les derniers posts qui figurent sur notre site internet. Ces posts-là, on ne peut pas cliquer dessus parce qu'on ne les a pas encore réalisés. On va les réaliser dans cette vidéo maintenant. Pour réaliser ces pages d'articles, on pourrait faire comme on a fait la page d'accueil, c'est-à-dire écrire aussi le code HTML à la main, avec les balises qui vont bien et avec le texte qui va bien. Si on faisait ça, le résultat à laquelle on s'attend, ce qu'on aimerait faire, c'est celui-ci, qui est déjà présent sur mon site, et c'est ce à quoi on aimerait tendre, et l'article contiendrait essentiellement du texte, il contiendrait des liens, il contiendrait des balises de titres et de sous-titres. Il contiendrait aussi du code, ici, on voit du code en ligne, et on voit aussi du code multiligne, ici, des blocs de texte un petit peu plus longs. On voit aussi qu'il y a des titres et des sous-titres, finalement, c'est tout ce qui est composé dans un article traditionnel pour permettre de formater de façon riche l'information pour qu'elle soit adaptée aux consommateurs. Tous ces éléments-là, je les ai repris dans le code et j'ai créé un échantillon d'un article qu'on va utiliser pour réaliser un article. Alors je l'ai volontairement réduit pour qu'il y ait moins de texte, mais à la fin on pourra très bien prendre un texte traditionnel. Et la raison pour laquelle j'ai pris ce code-là, c'est parce qu'il contient un élément de tout ce qu'on vient de voir. Dans le détail, on voit que tout en haut, ici, encore une fois, si on le faisait à la main, c'est ce qu'on devrait faire, on voit qu'on a un chapitre avec une balise H2. Alors j'aurais pu très bien utiliser une balise H1, H2, H3, H4, c'est-à-dire toutes les balises qui correspondent à des titres ou des sous-titres. Ensuite, on a des balises qui correspondent à des paragraphes, ici les balises P. Et au sein même d'un paragraphe, on a des balises que j'avais appelées en ligne, qui correspondent soit pour mettre une importance particulière sur un mot ou sur un groupe du mot, ici avec EM, ce qui est traditionnellement mis en italique sur les sites internet. On pourrait très bien aussi utiliser son équivalent strong qui permet de mettre des choses en gras ou de permettre de mettre un point plus important par rapport au reste du texte. On voit aussi ici qu'on retrouve notre balise de code avec une balise code qui est explicite. On voit d'autres balises de paragraphes. Enfin, ici, on voit qu'il y a un lien de façon tout à fait traditionnelle. Et enfin, on retrouve notre liste d'éléments qu'on a vus ici et qui correspond donc à une balise UL. Et pour chaque élément de cette liste, on voit qu'il y a une balise LI. Si jamais on réalisait à la main notre article et qu'on devait écrire toutes ces balises, voici le résultat qu'on aurait. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'écris un article, j'aimerais bien ne pas être pollué par toutes les considérations techniques, c'est-à-dire le choix de la balise, c'est-à-dire le fait que lorsque je mets un titre, il faut que je mette une balise ouvrante, une balise fermante, le fait que lorsque je choisis une balise pour mettre une importance particulière sur un mot, mettre une balise EM, pourquoi utiliser EM et pas autre chose? Pour les balises code, c'est pareil. Pour les balises de lien, il faut mettre un attribut href. Toutes ces choses-là, comme par exemple pour les tirets et pour les listes d'éléments, mettre UL et après mettre LI, tout ça c'est compliqué et toutes ces balises HTML, finalement, lorsqu'on écrit un article, elles polluent la création de l'article et elles rendent difficile l'écriture d'un article. Parce que les considérations techniques, les contraintes techniques de langage HTML, on veut les dissocier de l'écriture de l'article.
Et c'est là qu'il est intéressant d'utiliser un autre langage comme le langage Markdown qu'on va voir dans un instant. C'est parce que ça permet d'avoir d'un côté vraiment tout le contenu brut, c'est-à-dire uniquement avec le texte, sans avoir toutes les contraintes techniques du langage de destination. Il s'avère que là, on veut avoir du HTML, mais le texte brut, on aurait pu très bien le transformer dans un autre langage. Éventuellement, on aurait pu très bien en faire un PDF ou en faire un format Word ou en faire autre chose. C'est-à-dire qu'en dissociant l'écriture de l'article, non seulement c'est plus simple pour moi lorsque j'écris l'article, et c'est potentiellement plus simple pour l'utilisateur qui n'a pas besoin nécessairement de connaître le langage HTML, mais en plus, on peut après appliquer les transformations qui vont bien. En l'occurrence, encore une fois, on va transformer le texte brut ici dans un langage HTML pour avoir ce résultat-là. Concrètement, si je devais réaliser cet échantillon que je vais vous présenter et que j'ai sous les yeux dans le langage Markdown, le résultat il serait celui-ci. Ce qu'on voit, c'est que notre titre qui correspondait à une balise H2, il est ici et il commence par 2 caractères dièses. Ensuite, on avait un certain nombre de paragraphes. Le premier, c'est celui-ci. Ici, j'ai simplement à écrire le texte, comme je le ferais dans un bloc-notes ou dans Word ou même à la main. On voit que le terme que j'ai mis en importance, c'est le terme express. Là, il est entre 2 étoiles. On voit aussi que le code que j'ai mis, là, il est entre 2 signes aigus ou graves, mais inversés, backtick. On voit aussi que le lien ici, il a un formalisme bien particulier. En l'occurrence, ici, on voit que le texte qui est affiché, il est entre crochets, suivi du lien qui est derrière, qui est entre parenthèses, ce qui va être transformé plus tard, et on le verra dans un instant, dans un lien en balise A avec le lien dans l'attribut qui est href. Et ensuite, on voit que la liste des éléments qu'on avait mis dans une balise UL et LI si on l'avait fait à la main, ici, on a simplement à mettre un tiret avec un espace et on met les différents éléments. Finalement, comme si on écrivait un mail ou comme si on écrivait dans un bloc-notes ou finalement, même si on écrivait ça à la main, ça ressemble grandement à la façon naturelle qu'on a d'écrire les choses. Alors, il y a un formalisme qu'on va voir dans un instant qui permet de mettre des titres particuliers, qui permet de mettre des choses en gras, de mettre des choses en italique, de permettre de mettre du code, etc. Mais concrètement, ça nous permet de nous simplifier la vie, comme j'ai dit avant, et de nous permettre d'écrire le texte sans avoir toutes ces balises, alors certes en respectant un certain formalisme, mais qui est très similaire à la façon naturelle qu'on aurait tendance à écrire les choses, et qui nous permet de façon brute de comprendre très facilement. En plus là j'ai la chance dans mon navigateur, pas dans mon navigateur, dans mon éditeur de texte de développement, je vois que les choses sont mises en couleur parce qu'il reconnaît le langage Markdown, c'est le type de fichier MD ici que vous voyez, c'est-à-dire que il peut reconnaître toute cette syntaxe et tout ce formalisme pour me l'afficher encore mieux que si jamais c'était dans un bloc-notes. Mais même si je devais prendre ça et le mettre dans un bloc-notes, on voit que ce serait quelque chose qui serait tout à fait compréhensible. Alors certes, on serait un petit peu pollué avec des étoiles ou avec certaines choses, mais ce serait quand même beaucoup plus compréhensible que si jamais on devait prendre ça et demander à quelqu'un de comprendre tout ce formalisme avec ses balises, notamment pour les A, etc. et EM, des balises P qui commencent et qui finissent, etc. Donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus proche de la façon naturelle d'écrire les choses. Si on revient sur notre code Markdown, ici on voit donc qu'il y a certaines étoiles, certaines backticks, certaines choses qui sont affichées qui permettent de dire à l'éditeur de développement et de dire au convertisseur qu'on va voir après dans un instant, voici ce que tu dois faire, ici tu dois voir que c'est un lien, etc., etc. Il n'existe malheureusement pas de référentiel universel et exhaustif qui liste tous les formalismes et tout ce qui est permis de réaliser dans le langage Markdown. Pour la simple et bonne raison que des moteurs Markdown, des convertisseurs de Markdown vers un autre langage, il n'en existe pas un officiel, il n'y a pas un langage officiel comme il y a
un standard officiel HTML. En Markdown, c'est quelque chose qui est fait un petit peu plus à l'arrache, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire qu'il y a une base qui est commune, plus ou moins, et que tout le monde accepte, qu'on va voir dans un instant, mais chacun fait sa propre un petit peu interprétation et chacun fait sa propre sauce et ajoute ses propres fonctionnalités selon ses besoins. Ici, je vois que moi j'ai mis par exemple des étoiles, mais d'autres implémentations qu'on va encore une fois voir dans un instant utilisent par exemple les underscores, les tirés vers le bas. Et on voit que là, mon éditeur de développement, il le comprend aussi. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas une règle officielle de Markdown, il y a certaines règles qui sont partagées entre plein d'implémentations qu'on va voir dans un instant, mais grosso modo, il n'y a pas un standard comme il existe un standard de CSS ou un standard de HTML. Alors, parmi les grandes implémentations, il existe l'application qui s'appelle Common Mark. Common Mark, on va dire que c'est un petit peu l'original de Markdown. C'est la personne qui a créé ou qui a conçu initialement Markdown, c'est cette personne qui a réalisé les spécifications qui sont derrière Common Mark. Si on regarde concrètement comment ça marche Common Mark, on voit que pour mettre en italique, on peut mettre soit entre 2 étoiles, soit entre 2 underscores, comme ce que je viens de vous montrer. On voit que pour mettre en gras, on peut mettre soit entre 2 étoiles cette fois-ci, ou soit entre 2 underscores. Pour mettre un titre comme ce qu'on a fait, on peut commencer la ligne avec un dièse. Si on veut mettre un sous-titre, on peut mettre 2 dièses et 3 dièses, etc. Il y a aussi une façon alternative de dire on met le titre et ensuite dans la ligne d'après, on va mettre des égal, 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 égal. Pour le lien, on l'a vu, on met le texte affiché et ensuite on met l'URL derrière entre parenthèses. Ou alors, on pourrait très bien le mettre en 2 phases avec un numéro et on fait ses références à ce numéro. Pareil pour les images, ça correspond finalement comme un lien, c'est juste qu'on rajoute un point d'exclamation. On peut aussi, et on le verra peut-être plus tard, mettre des blocs codes, c'est-à-dire du texte qui est repris de quelqu'un d'autre. Les listes, moi j'ai utilisé la forme avec un tiret, mais on aurait pu très bien utiliser la forme avec une étoile. On peut mettre aussi des listes numérotées, etc. Finalement, le nombre de possibilités n'est pas illimité. Et si on voulait utiliser les spécifications Common Mark, voici de façon exhaustive tout ce qu'on pourrait utiliser si on voulait que ce soit compris par le convertisseur ou par le moteur à qui on va donner notre langage brut, c'est-à-dire notre source brute, notre langage Markdown. Alors, Markdown, Common Mark, c'est un référentiel, c'est le premier qui a été réalisé, mais ce n'est pas celui potentiellement le plus utilisé, parce que ça ne permet pas de faire non plus grand-chose. On voit que ça permet de mettre de l'italique, du gras, de mettre des titres, de mettre des sous-titres, de mettre des liens, des images, de mettre des listes non numérotées, de mettre des lignes horizontales, de mettre du code multiligne, mais ça s'arrête là. Et souvent, on a besoin de choses un peu plus particulières ou carrément de proposer plus de formalisme à l'utilisateur parce qu'on veut quelque chose de plus riche. Alors, il y a d'autres implémentations qui sont faites, notamment celle de GitHub, qui est une qui est beaucoup utilisée et que je peux vous montrer ici. Alors, GitHub, on retrouve toujours plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'ici, pour le texte, on voit qu'ils ont repris la même chose pour le gras. Par exemple, on voit qu'il y a 2 étoiles. On voit aussi qu'il y a 1 étoile pour les italiques. On voit que les liens, c'est ça. On voit que pour les titres, c'est tout pareil. 1 dièse, 2 dièses, 3 dièses, etc. Les listes. On retrouve finalement, comme je vous ai dit, tout le monde s'inspire plus ou moins de Common Mark. Donc, on retrouve cette logique. Il n'y a personne qui crée quelque chose de complètement différent, parce que si tu crées quelque chose de complètement différent, les utilisateurs, ils comprendront plus, et ceux qui sont habitués à une certaine logique et qui sont habitués à Common Mark, alors ils veulent pouvoir retrouver ce qu'ils ont déjà appris, ce qu'ils savent déjà, et ils veulent pouvoir s'en sortir. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que la base de Common Mark, elle est comprise par tout le monde, et ensuite on rajoute des choses supplémentaires. Donc là, on voit que par exemple, GitHub, ils ont rajouté aussi des listes. Alors tout pareil, il permet de faire avec des étoiles, il permet de faire avec des tirets. Les images, c'est pareil. Et il y a des extras qui permettent de faire, par exemple, des listes
avec à cocher, savoir est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait, et d'autres choses qu'on verra. On peut aussi taguer quelqu'un d'autre. Ici, on voit le résultat, par exemple, de ce que ça donne une fois que la liste elle est cochée ou elle n'est pas cochée, etc. Il y a d'autres implémentations que GitHub. Il y a par exemple Reddit. Je ne sais pas si vous êtes utilisateur de Reddit. C'est un forum essentiellement utilisé aux États-Unis qui est assez populaire, qui a aussi une implémentation de Markdown, qui est celle-ci. Et c'est pareil, on retrouve les mêmes concepts, essentiellement les gras, les l'italique. Alors eux, ils ont rajouté un troisième type ici qui est spécifique à Reddit, c'est-à-dire avec 3 étoiles, où on veut à la fois être en bold et en italique, c'est-à-dire en gras et en italique. Ils ont rajouté aussi quelque chose de spécifique, entre 2 vaguelettes pour essayer de barrer quelque chose. Ils ont rajouté un tag particulier ici, pour les spoilers, où il faut cliquer pour que ça s'affiche. Ils ont rajouté aussi les exposants, etc., etc. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes les implémentations. La seule chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est qu'il y a souvent une base commune et ensuite, chaque implémentation fait plus ou moins ce qu'il veut en fonction de ses besoins. GitLab aussi, qui est le concurrent de GitHub, utilise aussi beaucoup le Markdown. Et enfin, et je finirai par ça, Discord aussi utilise Markdown, mais je crois une version assez basique. Ici, on voit que c'est des serveurs de chat et un logiciel de messagerie pour ceux qui ne connaissent pas Discord. Et on voit pareil qu'il y a de l'italique, il y a du gras italique. Alors là, ils ont fait comme Reddit, ou Reddit a fait comme eux. Je ne sais pas qui est-ce qui a commencé ça, mais qui permet de mettre du texte gras et italique entre 3 étoiles. Et ils ont rajouté quelque chose que j'ai encore jamais vu, mais qui existe là, mais qui est du texte souligné avec 2 underscores cette fois-ci. Alors ils mettent aussi du code, des autres choses. Enfin, disons tout ça pour dire que voilà, il y a plusieurs implémentations et les gros sites permettent à leurs utilisateurs de formater le texte de façon, on va dire conviviale, sans avoir aucune connaissance de HTML. D'ailleurs, si on revient sur notre code, là, si je retrouve ma souris, elle est là, et que je prends ce code que moi j'ai écrit, qui est on va dire du code classique avec les balises classiques common mark, je pourrais très bien aller par exemple sur GitHub. Là j'ai un repo de test par exemple, aller dans les commentaires, et si jamais je voulais créer un nouveau commentaire, je pourrais très bien copier-coller mon texte que je viens de faire. Je vais agrandir pour que vous voyez. Il y a une preview, c'est-à-dire qu'on peut prévisualiser le résultat, et on voit que le moteur de GitHub comprend le texte Markdown que j'ai écrit et me formalise correctement mon texte avec un titre qui est ici, avec un code qui est ici, avec mon lien qui comprend bien, avec ma liste avec les éléments, et il utilise son convertisseur et sa compréhension du Markdown et d'ailleurs ici on voit ici que le style avec Markdown est supporté et qu'il comprendrait très bien. On va utiliser nous exactement le même concept et on va réaliser un convertisseur et l'intégrer à notre site internet pour nous permettre de pouvoir écrire tous ces articles-là en Markdown et pour pouvoir les afficher de façon et pour que ça transforme ce code-là dans du code HTML et essentiellement que ça crée ce code-là et que ça l'envoie à l'utilisateur. Comme ça, nous, quand on écrit les articles, on n'a pas besoin de se soucier du langage HTML et puis le moteur, notre back-end qu'on va implémenter, il va s'occuper de réaliser la page HTML à partir du code source Markdown qu'on va lui donner. Pour réaliser donc nos pages, on a besoin d'un convertisseur de Markdown vers HTML. Alors, étant donné qu'il y a plein d'implémentations sur Internet et plein de compréhensions différentes du langage Markdown comme on vient de voir, il y a plusieurs moteurs qui permettent de convertir entre du Markdown et du HTML. Common Mark, par exemple, je crois qu'ils en proposent un, et qui permet de convertir, si on respecte toute la nomenclature de Common Mark, vers du HTML. Il s'avère que, et je vais vous le montrer tout de suite, que j'ai réalisé et que j'ai développé un convertisseur, parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes projets, et j'en avais besoin, un convertisseur de Markdown vers HTML. C'est celui-ci, le code est public, et vous pouvez l'utiliser si vous avez envie dans tous vos projets. Et ce qui permet de faire donc, c'est de convertir du langage HTML vers du langage Markdown vers du langage HTML. J'ai même fait une bonne documentation en français pour ceux qui comprennent pas trop l'anglais.
Et ce qu'il permet de faire, c'est que dans notre back-end qui est sur Node.js qu'on a commencé à créer dans les précédentes vidéos, on peut donc lui donner en entrée notre code source en Markdown et sortir en sortie le code HTML. Alors, comme je vous ai dit, il y a plusieurs implémentations. Moi, j'ai essayé de faire en sorte que ce convertisseur, il comprenne un petit peu de façon universelle toutes les implémentations. J'ai fait un tableau ici, qu'on voit, et qui permet de savoir qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on ne comprend pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'utilisateur, le convertisseur que moi j'ai fait, je l'ai fait déjà pour mon utilisation, mais j'ai fait en sorte qu'il soit utilisable pour tout le monde et qu'il comprenne le maximum de choses. Il comprend beaucoup de choses, c'est pour ça que moi je l'ai fait, et il va comprendre tout ce que je vous ai présenté dans l'échantillon, c'est-à-dire il permet de comprendre le gras, l'italique, gras italique, embarré comme on a vu sur Reddit. Il permet de faire des solines, des paragraphes, des titres comme on a vu, des liens, des images, des listes non numérotées et numérotées. Il permet aussi de faire du code, permet de faire du code multiligne, il permet de faire des citations, c'était le fameux bloc quote dont j'avais pas la traduction avant, et il permet de faire des exposants, et enfin, il permet de faire des notes de bas de page. Ce convertisseur, moi je l'utilise déjà dans mes sites et dans mes projets, notamment sur le site dont je vous ai déjà parlé maintenant, qui est eWatcher, qui est celui-ci, où je publie des articles, et ces articles-là, et on va prendre un exemple dans un instant, par exemple celui-ci, moi, j'ai utilisé ce convertisseur que je viens de vous montrer et qu'on va utiliser ensemble et que j'ai publié pour réaliser ces articles-là. Donc, on voit qu'il y a un petit peu tout. On voit qu'on peut mettre des images, on voit qu'on peut mettre des titres, on voit qu'on peut mettre des items avec des listes. On voit qu'on peut mettre aussi du code ici, on voit qu'on peut mettre des liens, etc. Et à la fin, on peut voir les citations. Ici, par exemple, il y a une citation. Je vais le mettre en plus grand, et on voit à la fin qu'il y a des notes de bas de page, un petit peu comme ce qui se fait sur Wikipédia. Voilà, j'avais tous ces besoins-là, donc c'est pour ça que j'ai fait mon propre convertisseur, et c'est ce qu'on va utiliser dans cette vidéo pour développer notre site et permettre à notre back-end de faire donc cette conversion entre Markdown et HTML. Donc comme je l'ai marqué dans l'installation, si on voit ici, la première chose à faire, c'est comme on a ajouté d'autres paquets pour le moment, notamment quand on a transformé le langage Sass en CSS, ou quand on a installé par exemple Express, qui est notre framework, il faut qu'on commence par installer ce parseur, on appelle ça un parseur, un convertisseur, et pour l'installer, je vais regarder si je suis dans le bon, je vais mettre npm install et le nom qui va bien du paquet, ça va l'installer dans mon repo, voilà, et ça va l'ajouter comme d'habitude dans mon fichier package.json avec les autres paquet que j'ai déjà utilisé. Ici, j'ai utilisé Express, et on voit que ici, il y a mon convertisseur dans sa version 4.1.2 qui a été ajouté à mon projet, à mon back-end. On peut maintenant retourner dans notre back-end parce que j'ai beaucoup parlé pour le moment, mais on va quand même faire un petit peu de code, même beaucoup de code. Et on retrouve la route qu'on a mise ici et qui nous permettait de donner à l'utilisateur la page de contact et la page d'accueil. C'est les deux pages qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre route, et cette autre route, elle va donc nous permettre d'afficher un des articles. Et on va la généraliser pour nous permettre d'afficher tous les articles. Je vais copier ce qu'on a fait ici, comme base, et on va dire, écoute la route, la méthode get, et la route, et cette fois-ci, ce sera article / et là, il y aura un numéro d'article. Alors, je vais le mettre entre caractères comme ça, accolade, voilà, je cherchais le terme, entre accolades pour dire qu'ici, il y aura un numéro. Essentiellement, ce sera l'article 1, l'article 2, l'article 3. Alors, on pourrait mettre quelque chose de plus précis, mais on le fera dans une autre vidéo pour choisir de façon optimale d'un point de vue SEO, d'un point de vue référencement, un nom d'URL bien particulier. Pour le moment, on va se concentrer de article 1, article 2, article 3. C'est pas génial, comme j'ai dit, d'un point de vue SEO, mais on va faire une étape après l'autre. Donc essentiellement ici, j'ai dit qu'on va mettre le numéro de l'article. Numéro, article. Ensuite, c'est toujours notre application, c'est toujours encore la méthode get, et cette fois-ci, ce que ça fait, alors on a fait utiliser des expressions régulières, ici on va aussi utiliser une expression régulière, et ce qu'on va dire, c'est que ça commence déjà par slash, comme toujours, et ensuite ça va dire que c'est article,
Et ensuite slash, alors je mets un anti-slash avant parce que, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est parce que c'est un caractère spécial, le slash. Ici on commence et on finit par un slash, donc on va mettre un caractère d'échappement avant, qui est le caractère anti-slash, et ensuite on veut que ce soit un numéro. Pour que ce soit un numéro, on a le choix, ou alors on dit entre 0 et 9, ici, qui est une plage, ou alors on utilise anti-slash d, qui permet de dire que c'est un digit, c'est-à-dire entre 0 et 9, et ce qu'on va dire en plus, c'est qu'on va lui dire que ça peut être 1 ou plusieurs digits, parce que ça peut être 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais ça peut aussi très bien être 10 ou 100, etc. Donc le plus permet de dire 1 ou plus. 1 ou plus de digits. Donc aussi bien 1, aussi bien 10, aussi bien 100, aussi bien 1000, etc. Tout ça, je vais le mettre entre parenthèses pour pouvoir le récupérer de la même façon qu'on a fait ici. C'est-à-dire qu'après, je vais pouvoir récupérer dans Express le paramètre qui est issu de la route, qui est donc le numéro de l'article qui a été donné par l'utilisateur et la page demandée. Et pour pouvoir demander ça, je le mets entre parenthèses. Et je peux le récupérer ici dans mon paramètre, alors 0 parce que c'est le premier, et ici le numéro de l'article, je peux le récupérer, et c'est celui-ci. Ok. Et ce qu'on va faire pour voir si ça fonctionne, ça, je vais le commenter, et on va tout simplement renvoyer le numéro de l'article pour voir si ça arrive bien à le faire. Je vais relancer mon serveur, retourner sur la page. Alors je vais fermer ce qui est inutile. Voilà, tac. Et ça c'est ma page, je peux rafraîchir et cette fois-ci dans l'URL je peux mettre article et 1 et je vois ici que ça me retourne 1. Je peux mettre aussi 100 et je vois que ça me retourne 100, etc. C'est-à-dire que tous les scénarios où l'adresse elle est du format slash, c'est-à-dire celui-ci, article ensuite, puis slash et un nombre, c'est ça. Si je mettrais par exemple AAA, voilà, c'est 404 et je ne peux pas le récupérer. Donc ça récupère chaque fois qu'on a un 00, du coup une série de nombres, on va dire. Ok, on continue. Alors ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va générer la page de l'article, on va l'appeler article HTML. Et ça, on va l'appeler la fonction qui permet de créer, de réaliser la logique de créer la page, on va l'appeler générer article. Et on va lui donner en paramètre le numéro de l'article pour pouvoir récupérer la source de l'article. Cette logique générée HTML, elle n'existe pas. On va la créer. On va dire générer article. Et ça, on va la mettre de la même façon qu'ici. C'est-à-dire qu'on va dire require pour récupérer le contenu d'un autre fichier. Et on va dire non pas page get, mais article get. Ce fichier-là, on va le créer tout de suite pour pouvoir l'utiliser ensuite. On va le créer. On va partir de la page d'accueil qu'on a déjà fait ensemble. Comme ça, on ne part pas d'une feuille blanche et on va pouvoir simplement l'adapter. Et on a dit qu'on l'appelait article get. Pour l'adapter, ce qu'on va faire, c'est que ici, on avait mis récupérer le contenu HTML du modèle et des éléments de la page. On va le changer. Ce qu'on veut, nous, c'est tout pareil récupérer notre modèle, qui était donc celui-ci, je vous rappelle, c'est-à-dire le format de notre page. Et dans notre modèle, on avait mis deux balises particulières, la balise en tête et la balise corps. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est que lorsqu'on a réalisé une page sur notre site, pour nous permettre que toutes les pages aient le même format lisse, avec le même en-tête, le même pied de page, etc., on va simplement utiliser ce modèle-là et on va remplacer les en-têtes qu'on veut bien, qui sont spécifiques à la page, dans la balise en-tête, et le corps de la page, donc le code HTML qui correspond à l'article qu'on va créer, on va le remplacer dans celui-ci. C'est pour cela que ici, on voit qu'on prend le modèle et on remplace les en-têtes avec les en-têtes qui vont bien et le corps avec les corps qui vont bien. Donc ici, ce qu'on veut ici, c'est récupérer le modèle. Qui est une fonction qu'on a créée avant ici, qui lit simplement un fichier sur mon disque dur, qui est localisé à cet endroit. Et la fonction est une fonction asynchrone. Donc on va await.
Si vous ne savez pas ce que c'est await, encore une fois, mettez sur pause, allez voir la vidéo sur la programmation asynchrone si vous ne comprendrez rien. On a dit qu'en paramètres, on avait ici non pas le nom de la page, mais le numéro de l'article. On va le récupérer ici. Et la première chose qu'on veut faire, c'est récupérer le contenu Markdown, donc au format Markdown, qui correspond au numéro de l'article. Pour préparer cette vidéo, ici j'ai créé un répertoire ici qui s'appelle article qu'on va utiliser, et dans ce répertoire j'ai mis l'article numéro 7 qui est, alors je vais reprendre la page d'accueil, qui correspond à créer un backend sous Node.js. Tout l'article que moi j'ai écrit et qui est présent sur mon site, bah, c'est celui-ci. Alors c'est vraiment tout l'article, tout ce qui va bien. Finalement c'est celui-ci. Et ça vous donne un exemple de comment est-ce que j'écris moi les articles. C'est pas un modèle de page, c'est celui-ci. Tout cet article qui est publié, finalement, chez moi, il est juste représenté de cette façon. Alors on voit ici que, comme on a vu, qu'il y a des liens, on voit ici qu'il y a des titres, et sinon c'est écrit de façon tout à fait classique. Ici je vois que le statique, il a été mis entre étoiles, etc. On va utiliser celui-ci pour finalement qu'on arrive à récupérer un résultat identique à celui-ci qui est en production, qui est live et que vous pouvez voir sur mon site. Donc ce fichier-là, je l'ai appelé 7 parce que c'est le 7e, je l'ai mis donc dans un répertoire qui s'appelle article et je l'ai appelé 7.md, encore une fois .md, c'est l'extension qu'on utilise pour Markdown. Donc on va utiliser ça et le répertoire Markdown, c'est donc article, code, article, article. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer le contenu au format Markdown qui correspond au numéro de l'article. On va utiliser la même fonction lire fichier, mais cette fois-ci ce sera plus lire fichier HTML, mais ce sera lire fichier Markdown. Ici on mettra le numéro de l'article. Et qu'est-ce qu'elle fera cette fonction? Elle lira sur mon disque dur ce répertoire-là, et derrière ça mettra le numéro de l'article. Et j'utilise un template string pour permettre de faire un texte à l'intérieur duquel on va injecter une variable et derrière on va mettre .md. Comme ça ici, ça met à la suite le répertoire qui va bien et ensuite ça mettra le slash parce que j'ai utilisé la fonction join ici et ensuite ça va utiliser par exemple 5 et ça va rajouter .md. Ok, les options, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'encodage UTF-8 et on va utiliser cette fonction lire fichier Markdown. On va l'utiliser ici et on va lui dire que le texte Markdown égale await lire fichier Markdown et là on va lui passer le numéro de l'article. Et là, c'est censé faire quoi? C'est censé récupérer vraiment le fichier texte, le texte brut. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est enlever tout ça et retourner le texte brut pour voir si ça fonctionne bien. Et ça devrait nous l'afficher à l'écran de façon tout à fait traditionnelle. Je vais venir ici, je vais relancer le serveur, je vais rafraîchir, je vais aller sur cette page article- pas tiret mais slash 7 et là on voit qu'il y a mon texte qui est de façon brute qui est affiché. Donc pour le moment on a bien réussi à récupérer le contenu. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va l'injecter dans notre modèle et on va mettre un petit peu de style à la fin. Donc ici on a récupéré le texte Markdown. Ce qu'on veut faire maintenant c'est utiliser ce fameux convertisseur et lui dire convertis ce fichier texte dans un langage HTML. Et ce langage HTML, on va le mettre dans notre modèle. Alors ici, on va dire convertir Markdown vers HTML. Et pour faire ça, on peut aller regarder la doc que j'ai écrite. Alors, je la connais, mais on va quand même voir ce que j'ai écrit. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va importer le paquet que j'ai installé avant.
Je vais le prendre, je vais l'importer au-dessus. On va dire ici. Et ensuite, ce parseur-là, on va utiliser le code qui va bien pour pouvoir le convertir. C'est celui-ci. Donc ça utilise le parseur, ça utilise une fonction qui est à l'intérieur du parseur qui s'appelle parse. Là, il me dit qu'il faut mettre du texte. Le texte, il s'avère que je l'ai préparé ici, je peux le mettre. Et ensuite, il y a une fonction, la même fonction qu'on utilise dans le navigateur qui s'appelle inner.html qui permet à partir d'un élément, d'une node, de récupérer le langage HTML. Et ici, c'est article HTML. On pourrait très bien ici mettre article markdown. On a notre format HTML. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est récupérer notre modèle, comme on a fait pour la page d'accueil et pour la page de contact. Une fois qu'on a notre modèle, on peut injecter notre article HTML dans le modèle. Alors l'entête ici, on va simplement mettre une balise. Et on va mettre article. Et officiellement, on devrait mettre le titre, on va mettre des choses bien, mais c'est hors sujet pour le contenu de cette vidéo, donc pour le moment, je vais juste mettre quelque chose de statique. Et donc, on va remplacer l'entête par ça. Le contenu, on va mettre l'article au format HTML. Et le résultat, c'est cette page-là. Donc là, c'est la page HTML. Et cette page-là, on peut la retourner. OK ? Si j'ai bien travaillé normalement, on va rafraîchir et voir le résultat. Je vais relancer le serveur. Rafraîchir la page. Et on a le résultat à l'écran. Et là, ça fonctionne exactement comme on aimerait. Alors, visuellement, c'est pas très joli. On va l'adapter dans un instant. Mais les balises, normalement, elles devraient être très bien derrière. Alors, on va regarder dans le code source en utilisant les outils de développement. Et là, on voit qu'il y a la balise H2 pour le résumé de la vidéo. On voit que... Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre? On voit que le code ici qu'on va prendre, il est dans du code, etc. Alors pour voir un petit peu mieux ce qui se passe, on va commencer à mettre du style, même si c'est pas trop le sujet de cette vidéo, je vais rapidement en mettre pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va déjà lui dire que la largeur elle est limitée, ce sera plus agréable à regarder. On va lui dire qu'on va le centrer. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que le titre, on va le mettre dans une taille un peu plus grande, on va dire 20 pixels. On va dire aussi qu'on va mettre du gras. On va aussi lui mettre une marge. On va dire 2 au-dessus, 1 en dessous. On va aussi dire qu'on veut un espacement entre deux paragraphes. Donc on va dire margin, on va dire 1 EM en haut et en bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a peut-être du code quelque part. Ici du code. On peut éventuellement dire que les blocs de texte multilignes, il y a une couleur particulière, background color F5, F6, F7. On va aussi lui mettre un peu de padding, un peu d'espacement à l'intérieur. On va dire 1 EM. Voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre? Du code. On va dire, je ne sais pas si j'en vois pas ici. Ici, le pratique get, c'est du code. Ici, on pourrait très bien mettre background color. Mettre quelque chose de plus clair. Voilà, on pourrait très bien mettre aussi arrondir les angles par exemple, mettre un peu de padding aussi et mettre 2 pixels, voilà par exemple, pourquoi pas, sur les côtés, etc., etc. Pour les listes, on pourrait aussi mettre faire en sorte que les listes elles soient un petit peu décalées sur le côté éventuellement. Et on va dire margin left. Et on va dire 10 pixels. Voilà.
On pourrait mettre des pastilles comme on a fait avant, c'est-à-dire ici. Je vais reprendre le code parce que je ne le connais pas par cœur, si j'arrive à le retrouver. Éventuellement ça. Je ne sais pas si ça fera l'affaire, mais sinon tant pis. UL, disque, je ne l'ai plus. List, style, disque. List, style, disque. Ok. On pourrait aussi lui dire qu'on met un peu de marge en dessous. On va dire. Voilà. Je l'ai fait à la volée juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Grosso modo, on pourrait mettre aussi les liens ici. On voit quand même que ce que je viens de faire ici maintenant en 1 minute ou 2, ça ressemble grandement. Alors sur le mien de site, j'ai fait un petit peu plus attention au style en essayant que ce soit un petit peu plus homogène. Mais on voit ça, c'est le résultat sur mon site officiel. Et ça, c'est ce qu'on a fait ensemble. Je veux dire, le résultat est quand même correct. Et on voit qu'avec un petit peu d'effort, on pourrait facilement avoir un résultat qui soit identique. Donc ça nous permet donc de convertir le texte brut qu'on a ici en Markdown en utilisant toutes les formalismes qui vont bien. Alors je ne vous l'ai pas montré, mais je vous conseille d'aller voir le convertisseur que j'ai mis pour la simple et bonne raison que j'ai mis beaucoup d'explications. Donc si vous voulez savoir comment ça fonctionne, et même si vous le regardez en français, vous pouvez voir que j'ai mis des exemples pour tous les... Alors là, j'ai mis aussi un résumé de toutes les syntaxes que vous pouvez voir, qui est peut-être intéressant. Imprimez-le, mettez-le à côté de votre lit sur votre chevet, comme ça vous le saurez. Et sinon, ici, vous voyez qu'il y a des exemples. Si vous écrivez ça, voici le résultat attendu. Par exemple, en italique, en gras, voici, si je mets ceci est un texte en gras avec 2 étoiles, voici le résultat attendu, etc. Pour les textes barrés, on voit que c'est deux petites vaguelettes. J'ai aussi un éditeur en ligne, mais j'ai plus l'adresse là sous les yeux, mais je vais la mettre dans les commentaires pour vous permettre de tester en live et pouvoir écrire directement le Markdown et voir le résultat. Sinon, vous pouvez juste le mettre dans Reddit, le mettre dans GitHub ou n'importe quoi. Mais en utilisant le convertisseur, je vais vous donner un lien, comme ça vous pouvez tester. Ici, qu'on voit les différents titres, on voit les liens, on voit les images, etc. Finalement, ça permet de faire un petit peu tout. Moi, je l'utilise, et là, on l'a utilisé pour convertir des articles et réaliser du contenu enrichi et formaté qui va bien. Mais on pourrait très bien l'utiliser comme GitHub par exemple pour permettre aux utilisateurs de formater les commentaires, comme Discord pour pouvoir s'envoyer des messages de façon un petit peu plus sympa, ou comme Reddit pour créer un forum avec du texte un petit peu personnalisé. Alors ça, chacun de choisir. Est-ce qu'ils autorisent de mettre des vidéos, est-ce qu'ils autorisent de mettre de l'audio, etc. Mais disons que ça permet un petit peu de tout faire. Il n'y a vraiment pas de limitation. Moi, je vois par exemple, je l'utilise comme je vous ai dit sur le site que j'édite. Ici, eWatcher, je vois par exemple que l'article que j'ai écrit sur Carglass ici, ça m'a permis de mettre même une vidéo. Donc, tout pareil en Markdown. Je vois que ça nous permet de mettre du son. Ici, je vois que cette intervention que j'ai fait, j'ai mis un lecteur de son. Alors, tout ça, vous pouvez regarder. Avec Markdown, on peut un petit peu tout faire. Comme on a vu avant, ça nous permet aussi de mettre des citations ici, comme on a vu ici. Moi, je l'utilise et vous pouvez l'utiliser aussi, par exemple, pour les notes et les références qu'on peut voir. Ou alors, on peut facilement, par exemple, quand on met une référence, une note, ici, je peux cliquer sur le 1, revenir en bas et remonter. Disons que toutes les possibilités, tout est possible. Finalement, comme toujours, vous n'êtes vraiment que limité par votre imagination. Mais si vous voulez utiliser et si vous avez des idées de comment utiliser et comment vous permettre à vous d'écrire simplement des articles ou permettre à vos utilisateurs d'écrire du contenu sans se soucier ou sans connaître du HTML, finalement, ça peut être des bons cas. Là, on ne l'a pas fait, mais ce qui serait peut-être intéressant ou même rajouter sur le site, c'est de pouvoir utiliser après ce convertisseur pour créer un PDF. Moi, je sais que dans l'application que j'édite, Deskin, je sais que je l'utilise pour permettre à mes clients de créer des rapports au format PDF à partir du texte qu'ils ont fait. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Je sais qu'il y a
des éditeurs de texte et de développement et des logiciels de prise de notes qui sont basés sur Markdown et qui permet après de s'envoyer du texte pareil sous PDF ou sous d'autres formats ou sous LaTeX pour ceux qui connaissent. Voilà, il y a des conversions qui sont faites. Voilà, tout est possible, vous êtes juste limité par votre imagination. Là, on a ce résultat, je vous ai montré le concept, même si visuellement, c'est pas très joli, finalement, le CSS, c'est secondaire, mais essayez de voir comment est-ce que vous voulez l'appliquer. Moi, je sais que je l'utilise vraiment beaucoup, c'est pour ça que j'ai fait moi-même le convertisseur. Essayez de tester et puis utilisez-le, vous verrez, c'est vraiment agréable à utiliser et on n'a pas besoin de s'embêter, d'être pollué avec tous ces balises HTML. Et donc, surtout, si jamais je veux changer après une règle particulière, je n'ai pas besoin de changer toutes les balises sur tous mes articles, je change juste la propriété dans le convertisseur et mon texte initial, c'est-à-dire celui-ci, je n'ai pas besoin de me soucier quoi que ce soit, il reste toujours le même, peu importe l'utilité que j'en fais. Donc voilà, ça c'était Markdown, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me laisser un message ou si vous avez une suggestion, vous pouvez utiliser les commentaires en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos. À la prochaine.